Bonjour à tous, l'autre direct termine ce vendredi son tour de présentation des candidats aux élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Aujourd'hui, on accueille celui qui a longtemps été le favori dans les sondages et qui est aujourd'hui à égalité avec son rival PS Jean-Jacques Kairan ou en ballottage favorable selon un dernier sondage. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour. Depuis les attentats de Paris, vous avez donné un tour de vis sécuritaire à votre campagne. Jean-Jacques Kairan vous accuse, c'était sur ce plateau, sur cette antenne, je cite, d'exploiter le business de la peur. Pourquoi faire campagne sur ce thème de la sécurité qui n'est pas une des compétences de la région? D'abord parce qu'après ce qui s'est passé après les attentats, je ne peux pas comprendre qu'on ait des élus qui ne réagissent pas pour mieux protéger l'ensemble de nos compatriotes. On a eu 130 morts. Il faut combien de morts pour qu'on réagisse? Est-ce que c'est de la compétence de la région? Mais évidemment. Aujourd'hui, on protège les administrations. La région a la responsabilité des lycées. On protégerait les administrations et on ne protégerait pas nos étudiants dans les lycées. Donc oui, j'assume complètement. J'assume complètement de dire que je souhaite que la région, après ce qui s'est passé, œuvre dans les domaines qui sont les siens, les TER, les gares, les lycées, pour améliorer notre protection. Et je ne comprends même pas, que M. Kairan ne comprenne pas cette urgence. C'est pour moi l'incarnation vraiment de cette espèce de laxisme du Parti socialiste où il nous dit, pour lutter contre les terroristes, on va augmenter les subventions aux associations. C'est pas ça qui nous protégera. On a besoin de fermeté, on a besoin de se protéger, et je souhaite que la région puisse y contribuer à sa manière, dans ses domaines de compétences. Les lycées aujourd'hui, c'est pas non plus l'auberge espagnole, on ne peut pas rentrer comme ça. Et surtout, depuis les attentats de Charlie Hebdo, la région a mis en place de la vidéosurveillance à la demande des conseils d'administration des établissements. Or vous, c'est ce que vous dites, je ne ferai rien sans l'accord des conseils d'administration. Donc en fait, ce que vous proposez, c'est ce que fait déjà la région? Est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y a de lycées qui sont protégés aujourd'hui? 1 sur 2. 1 sur 2. Je vous amène avec moi à Simone Veil, je vous amène avec moi à Jean Monnet. C'est des lycées de la région dans lesquels on rentre comme dans un moulin à vent. Donc oui, j'assume de dire, c'est pas mon seul programme bien sûr, mais je souhaite qu'on protège. La deuxième partie de mon programme, c'est celle qui consiste à dire il n'y aura aucune augmentation d'impôts. La région doit être On y mieux viendra gérée. juste après. Je voulais rester sur vos positions sur ces événements nationaux. Mercredi soir, lors de votre meeting, vous avez dit « Notre ennemi, ce n'est pas Daesh, c'est l'islamisme radical ». C'est quoi la nuance? C'est quoi la différence? La différence, Ça veut dire qu'il y a un risque extérieur et aussi le risque intérieur, c'est ça? ça veut dire que dans ceux qui ont pris les armes contre nous, il y a des gens qui venaient de Syrie, il y a des gens qui venaient d'Irak, il y a des gens qui venaient aussi de notre pays. Et je souhaite que si on puisse réagir correctement, on soit lucide sur cette question. Mais vous voyez, il y a un point qui est intéressant. Dans notre échange, vous ne posez de questions que sur ce thème-là. Pourtant, il y a d'autres sujets qui m'intéressent aussi. Et on y viendra, vous verrez, on aura le temps d'en parler. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'amalgame en disant l'ennemi c'est pas Daesh, c'est l'islamisme radical? À partir de quoi on est dans l'islamisme radical? C'est quoi le curseur? Quand vous avez une mosquée salafiste autour de Lyon qui prêche la haine, on est dans l'islamisme radical. Quand on a des réseaux qui refusent ce qu'est la République française et qui la contestent, on est dans l'islamisme radical. Quand on a des imams qui professent le rejet de l'autre, on est dans l'islamisme radical. Et qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, ce que je demande, c'est que les mosquées salafistes soient fermées. Ce que je demande, c'est que dans nos lycées, on puisse éviter quand on a ces dérives. Ce que je demande, c'est qu'on puisse lutter contre les manipulations de radicalisation. Et donc pour moi, il y a toute une série de mesures sur lesquelles on a trop attendu. Et où il faut qu'on prenne sereinement, calmement, et avec beaucoup de détermination, la lutte contre ces réseaux. Et notre région n'est pas protégée, puisque aujourd'hui, je rappelle qu'on est la deuxième région avec l'Île-de-France qui est la plus touchée par ces questions. Il y a un dernier thème qui me tient évidemment à cœur, c'est qu'on puisse accompagner nos communes. Aujourd'hui, le maire de Lyon a évolué. Il disait hier qu'il ne voulait pas équiper sa police municipale. Aujourd'hui, il dit qu'il veut protéger sa police municipale et qu'elle puisse aussi agir. Vous voyez que tout le monde est en train de prendre conscience. Aujourd'hui, Kairan a totalement sous-estimé la menace et ce que ça peut représenter. Je ne veux pas attendre qu'on ait un drame pour que la région agisse. Moi, je souhaite qu'on agisse maintenant. Vous avez parlé de centres d'internement pour les personnes fichées S, donc ceux qui pourraient éventuellement projeter de faire des attentats ou pour la radicalisation religieuse. Vous nous avez dit on les internerait
et si on n'a rien contre eux, on les relâche. Ça veut dire que finalement, ils auront pu se constituer des réseaux pendant toute la période où ils ont été internés, et il y a aussi ce risque d'enfermer des innocents. Est-ce que pour vous, vous êtes prêt aujourd'hui, dans le contexte actuel, à prendre ce risque d'enfermer des innocents? Vous savez le risque que je ne suis pas prêt à prendre. Et il y a sans doute une vraie différence entre vous et moi là-dessus. Je ne suis pas prêt à prendre le risque. Je pose des questions. Hein, Et je vous réponds. Je ne suis pas prêt à prendre le risque qu'on laisse des terroristes dans la nature. Je ne suis pas prêt à prendre le risque que des gens comme Mostefan, qui ont tué y compris des enfants de notre région au Bataclan, puissent être dans la nature alors qu'ils étaient identifiés. Oui, aujourd'hui, je ne prends pas le risque d'avoir des terroristes qui sont dehors avant qu'ils passent à l'acte. Et pour moi, c'est avant qu'il faut agir, et pas après. Et c'est cette région-là que je souhaite, une région qui nous protège, une région qui soit ouverte et accueillante pour ceux qui respectent les règles de la République, mais qui nous protège. On a besoin de ça aujourd'hui. On va maintenant rentrer dans le vif de ces régionales et des compétences régionales. On vous a beaucoup entendu parler notamment d'impôts. Vous faites un parallèle entre le bilan de Jean-Jacques Kairan à la tête de la région et le vôtre en tant que maire du Puy-en-Velay, où vous avez baissé légèrement, mais baissé les taux d'impôts. Est-ce que vous promettez aux Rhône-Alpins et aux Auvergnats de baisser les impôts durant le mandat? Est-ce que c'est une promesse ferme? L'engagement très clair que je prends, c'est qu'à la différence du président actuel de la région, qui a fait 40 ans de vie politique, pendant lesquels il n'a jamais voté une baisse de taux d'impôt de sa vie. Moi, ce que je promets, c'est un plan d'économie de 300 millions d'euros, et dans lequel il n'y aura pour vous aucune augmentation d'impôts sur la durée du mandat. On peut me croire, parce que c'est ce que j'ai fait dans ma ville. Dans ma ville, depuis 4 ans, j'ai fait des économies. Depuis 3 ans, je baisse les taux d'impôt. Et donc, c'est un point qui est très important pour moi. On a aujourd'hui trop de familles, des classes moyennes, des gens qui travaillent, qui sont assommés par les impôts locaux. La région a été gérée avec énormément de gâchis, énormément de gaspillage. Kairan a été le président du gâchis, et ça s'est incarné avec cet hôtel de région au sud de Lyon. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on remette une bonne gestion et qu'on arrive à arrêter cette spirale des augmentations d'impôts. Donc oui, l'engagement est très clair, aucune augmentation d'impôts sur la durée du mandat. Merci Laurent Wauquiez, on arrive à la mi-temps de cet entretien. Si vous voulez retrouver la suite où on parlera justement de ce plan d'économie, vous pouvez nous regarder sur lyoncapital.fr. De retour sur lyoncapital.fr, vous promettez donc de ne pas augmenter les impôts, mais vous ne promettez pas la baisse. Hein. Ça, ce sera... Vous savez ce que j'avais fait dans ma ville? Je n'avais pas promis la baisse. J'avais dit, si je fais suffisamment d'économies... On pourrait croire hein, que vous promettez. Ben justement non. Vous en parlez. Ben justement non. J'ai été très clair. Mais c'est une vraie différence entre le candidat du Parti Socialiste et moi. Le candidat du Parti Socialiste, lui, vous n'avez pas de doute à vous faire. Tous les mandats politiques qu'il a fait depuis 40 ans, il est quand même élu depuis 1978. J'avais 3 ans à l'époque. Hein. Depuis 1978, il est élu. Il n'a jamais fait un mandat sans augmenter les impôts. Bon, bah, il y a une vraie différence de choix. Moi, ça fait 7 ans que je suis maire de ma ville. Ça fait 3 ans que je baisse les impôts. C'est pas le même profil. Après, il y a les histoires de profil et puis aussi les histoires de compétences. Là, la région ne peut plus rien augmenter. Tout est au maximum. Le peu de leviers fiscaux qu'est la région sont au maximum. Donc, en gros, il y a plus rien. C'est facile de promettre de ne pas augmenter les impôts. D'abord, j'aime bien c'est parce assez que, simple. En gros, ce que vous dites, c'est qu'ils nous ont déjà tellement massacrés que de toute façon, ils ne peuvent plus rien faire. Ce que j'ai dit, c'est les propos que j'ai tenus. Voilà. N'interprétez pas mes propos, s'il vous plaît. J'aime bien parce qu'au fait, oui, vous avez raison, ils nous ont assommés. En 11 ans, le Parti Socialiste a pris... Oui, mais il n'y a plus de levier. C'est assez facile de dire je ne vais pas augmenter les impôts. On peut pas. Je vous le permets. C'est faux. Vous avez tort. Et c'est là où il faut qu'on fasse attention, parce que malheureusement, il y a encore une marge de manœuvre. Ils peuvent encore augmenter le prix de la carte grise. Donc faites attention, ils sont encore capables de vous prendre un peu d'argent. Donc oui, il y a une vraie différence. Et puis il y a un deuxième élément qui est très important, c'est que de nouveaux impôts sont prévus d'être transférés à la région à partir de 2017. Donc si vous avez Kairan, vous êtes sûr qu'il les augmentera. Si vous avez moi, vous êtes sûr que ça ne bougera pas. Voilà, ça fait une vraie différence aussi. Vous avez évoqué votre plan d'économie, 300 millions d'euros. Vous me permettez, puisque vous m'avez posé la question, les impôts de la région sont cachés. C'est-à-dire vous ne les voyez pas sur votre feuille d'impôt. Ils sont pris sur votre plein d'essence. Quand on fait le plein, voilà où la carte et donc, c'est assez surprenant parce que le président de la région dit « Ah mais non, mais moi je ne gère pas des impôts, vous ne les voyez pas. » Mais c'est typique d'un comportement d'élu que je déteste. C'est entre 30 et 50 euros par an pour un contribuable. Exactement. Ce qui n'est pas négligeable quand ça vient... à la marge. Mais quand ça vient s'ajouter à votre taxe d'habitation, quand ça vient s'ajouter à la taxe du département, quand ça vient s'ajouter à toutes les augmentations d'impôts qui ont été décidées par le gouvernement, à l'arrivée, ça fait beaucoup. Moi, j'en rajouterai pas. Vous avez ce plan d'économie 300 millions d'euros sur la durée du mandat, mais dans le même temps, vous avez quand même beaucoup promis. Et je voulais notamment attirer votre attention sur une de vos promesses,
financer à 75% le prix, le permis de conduire des jeunes. Un permis de conduire, c'est aller entre 600 et 800 euros pour la formation. Il y a 100 000... Vous arrivez à négocier bien vos prix, parce que c'est beaucoup plus cher un permis de conduire, malheureusement. J'ai trouvé visiblement moins cher. Bon, bah alors finalement, ça va peut-être pas vous arranger. Il y a 100 000 jeunes en Rhône-Alpes-Auvergne en âge de passer le permis. Ça veut dire que là, vous en avez pour 60 à 80 millions d'euros, si vous pensez que ça coûte plus cher que 600 euros le permis de conduire, par an. Ça veut dire que votre enveloppe totale d'économie est absorbée par cette mesure-là. Alors, on peut, si vous êtes d'accord... Donc du coup, ça paraît pas très réaliste, votre programme. On essaye de reprendre l'ensemble, si vous êtes d'accord. D'abord, faire des économies. 300 millions d'euros. Ça fait 11 ans que la région n'a fait aucune économie. Donc ça veut dire 50 millions par an de nouvelles marges. Et je veux commencer par les domaines qui sont les domaines importants. Le premier point, vous voulez faire des économies, vous vous appliquez à vous-même ce que vous demandez aux autres. Et donc, je baisserai de 10% le montant des indemnités des élus. Parce que la région a été uniquement marquée par des gâchis, des gaspillages et des scandales financiers. Normalement, on serait dans le privé, on serait dans une association, M. Kéran ne pourrait même pas se représenter. L'hôtel de région devait coûter 80 millions d'euros, il a coûté 180 millions d'euros. Il a eu autour de lui, dans ses collaborateurs, dans les gens qui ont dirigé des agences de la région, des gens qui ont dépensé 250 000 euros de frais de restaurant et de représentation par an. Des gens, une personne. Une personne. Il a sur sa liste un élu qui avait une facture de téléphone portable de 2000 euros sur un mois. 2000 euros sur un mois. Ça veut dire qu'il travaille peut-être beaucoup. Ça veut dire qu'il travaille beaucoup, 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 beaucoup. Vous aimez, vous, les élus qui travaillent beaucoup? Vous les payez les élus en fonction de leur travail. Celui-là, il aurait peut-être une augmentation même. Non, parce que c'est la différence, c'est qu'avec ma gestion à moi, on ne dépense pas 2000 euros par mois sur un portable. Alors qu'on a des familles qui essayent de dire, attention, moi je dois gérer à 10 euros près. Des élus qui ont une facture de 2000 euros par mois sur le portable. Et je passe sur les 150 véhicules de fonction, ou le fait que le président actuel du Parti Socialiste a 55 collaborateurs à son cabinet, alors qu'un ministre en a 15 ou 20 maximum. Donc ça a été n'importe quoi. Et vous, vous en aurez combien, vous? Moi j'ai dit, je voulais qu'on divise par un tiers de moins. Et l'autre point, on baisse de 10%. Ça veut dire que vous en auriez encore plus que quand vous étiez ministre? Ça veut dire qu'il y en aura un tiers de moins que ce qu'est le président du Parti Socialiste aujourd'hui. Mais encore plus que quand vous étiez ministre, puisque vous faites la comparaison. Vous avez raison, chiche. Faisons-en et allons jusqu'au bout du domaine. Mais vous reconnaîtrez qu'il y a une énorme différence entre les deux profils. Faisant, vous ne m'avez pas dit comment vous financez cette mesure. J'y viens. Le dernier élément qui est très important, c'est aussi que les élus s'appliquent à eux-mêmes ça. Et donc on baisse de 10% le montant des indemnités des élus. Faisant ça, on fait une économie qui est une économie de 300 millions d'euros. Après, ce que je souhaite, c'est qu'on investisse sur des sujets qui sont au service des gens. Parce que plutôt que l'argent disparaisse en fumée dans le fonctionnement administratif de la région, moi oui, je préfère qu'il aille à nos jeunes. Je préfère qu'il aille à nos étudiants. Et par exemple, sur une action sur le permis de conduire. L'idée, c'est quoi? On est en partenariat avec les communes. On propose à nos étudiants de financer les 3/4 du permis de conduire. En échange, ce que je souhaite, c'est qu'ils fassent quelque chose pour les autres pendant l'été. Un engagement. Je m'implique dans une entreprise, dans ma caserne de sapeurs-pompiers, dans une association humanitaire, dans mon quartier, dans ma ville. Quelque chose que je fais pour les autres. Et je n'aime pas que ce soit tout gratuit. C'est-à-dire on paye les 3/4, mais pas tout. Pourquoi est-ce que je tiens à ça? Parce qu'on a plein d'étudiants qui sont bloqués par cet aspect-là. Aujourd'hui, passer son permis de conduire, ça coûte très cher. Et ça peut être un barrage pour faire ses études, ça peut être un barrage pour accéder au premier emploi. Bah oui, il y a une vraie différence. Mais comment vous le financez en fait? Mais ça y est, vous avez la réponse. C'est 300 millions d'euros. On fait sur un cofinancement, on fait sur un cofinancement qui est avec les communes. Ce qui veut dire qu'en gros, on va prendre quoi? Moitié-moitié. Vos calculs ne sont pas tout à fait exacts, j'y reviendrai pas. Donc, mais nous, on arrive en gros à 30 millions par an. On a calculé 30 millions par an, ça fait 15 millions d'euros pour la région, 15 millions d'euros pour les communes qui sont partenaires. C'est de l'argent qui, pour moi, est bien investi. Parce que après, si on rajoute, il y a les 45 millions que vous mettez tout de suite sur la table pour financer l'installation de portiques ou de vidéosurveillance dans les lycées. Il y a votre soutien à la 45 qui coûterait, allez quoi, 150 millions d'euros presque. Les 300 millions, vous les dépassez allègrement. Pardon? Mais vous n'y êtes pas pour l'instant. Alors j'espère que vous savez mieux faire des additions que ce que vous venez de me donner comme exemple, parce que là, ce n'est pas très convaincant. 45 millions d'euros plus 15, ça fait 60. Par an? 60, non, pas par an. 45 plus 15, ça fait 60. 60 plus 140, on est à 200. Donc pardon, il y a un petit peu de marge de manœuvre. Le permis de conduire, vous allez le financer qu'une année? Non, mais qu'une année? Oui, bien entendu que non. 15, mais vous avez donc 5. 15 tous les ans? Bien sûr, et donc vous arrivez à un total qui est inférieur à 300 millions d'euros. Mais j'espère que
Je saurais mieux faire les additions que vous, parce que visiblement, vous avez un petit peu de mal. Mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Sûr. On refera le compte et on verra. Avec plaisir. Un point important dans les compétences régionales, c'est les TER. Vous avez souvent raillé le manque de ponctualité des trains régionaux, notamment sur la ligne Lyon-Grenoble. Qu'est-ce qui pourrait permettre aux gens de vous croire, vous, plutôt que Jean-Jacques Kéran ou n'importe quel autre, puisque vous dites tous, c'est un problème qu'on va régler, il n'y a pas de souci. La vraie différence, c'est qu'il y en a un, ça fait 11 ans qu'il nous le dit. Ça fait 11 ans qu'il nous dit qu'il va améliorer les TER. Oui, mais qu'est-ce que vous avez, vous, dans votre hôte de magique pour régler ce problème-là? Vous pouvez me laisser répondre à une question de plus de 10 secondes, ça permettra d'avoir un échange. Merci. On a des TER, le temps de parler, hein. On a des TER qui sont aujourd'hui les plus en retard de France. Les plus en retard. Aussi en retard que la région PACA. Sur certaines lignes, on a un taux de ponctualité qui n'est même pas de 65%. C'est pas moi qui s'indigne de ça. C'est ceux qui prennent les TER tous les jours. L'argent a été mal investi. Pourquoi? Parce qu'il a été mis sur des investissements qui ne servaient à rien. Des purs investissements sur des lignes où on n'avait pas de problème. Moi, ce que je veux, c'est prioriser sur les lignes à problème et avec un principe simple, faire des créneaux de dépassement. Pourquoi nos TER sont en retard? Parce que quand il y en a un qui tombe en retard, tous les autres sont bloqués dans la file. Donc l'objectif, c'est qu'on ait des doublements de lignes qui fassent en sorte que quand il y a un TER qui est en retard, les autres puissent passer devant et qui ne bloquent pas toute la ligne. Ça, c'est un principe de base qui a été appliqué dans des régions où ça marche très bien, notamment l'Aquitaine, qui a des résultats bien meilleurs que nous. Aujourd'hui, on est les plus nuls de France. Enfin, faut quand même bien qu'on comprenne l'état de la région. On a une région qui a gaspillé notre argent, une région qui a augmenté nos impôts, et aujourd'hui, on ne sait plus à quoi elle sert. Il est peut-être temps de mettre un peu de renouveau dans cette région, et c'est ce que je veux qu'on apporte. Il y a un point sur lequel je voulais vous entendre. On ne vous a pas entendu de toute la campagne sur cette thématique-là. Il n'y a pas une ligne dans votre programme, c'est la culture. Est-ce à dire que vous n'avez rien à reprocher à Jean-Jacques Kéran ou que vous n'avez pas d'idée en la matière? Et pourquoi aussi cette impasse? Alors, pardon, mais je tiens à votre disposition mon programme. On a parlé par exemple de la Biennale d'art contemporain. On a parlé, dans celui que vous avez présenté à la presse, pas une ligne. On a parlé de la danse. On a parlé du fait d'investir sur les théâtres de proximité, mais c'est vrai que vous n'êtes pas venu à toutes nos conférences de presse. Mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Celle que vous avez présentée, on a assisté à la plupart, on a couvert quasiment toutes vos campagnes, toutes vos conférences. Non, pas toutes justement. Et c'est pour ça que je vous en parle. Quelle est ma vision? Et dans votre programme que vous avez présenté à la presse, quelle est ma vision de la culture? Quelle est ma vision de la culture? Ma vision de la culture, c'est ouvrir les portes et les fenêtres de la culture sur ceux qui n'ont pas l'habitude de pousser les portes et les fenêtres des institutions culturelles. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse aller chercher les gens. Moi, ce que j'aime, c'est quand la culture descend dans la rue. Ce que j'aime, c'est quand la culture permet de réunir du monde, quand elle permet de fédérer autour de grandes manifestations où on se retrouve. Ce que j'aime aussi, c'est que ce soit une culture qui s'adresse à des jeunes talents, qu'on ne soit pas uniquement sur les personnes bien implantées dans le milieu culturel depuis longtemps, qu'on ouvre à des nouveaux talents, de nouvelles ressources. Donc ce que je veux, c'est une culture qui soit plus dynamique, plus ouverte, plus participative, plus joyeuse, moins élitiste. C'est cette ambition-là que je porte. Merci d'avoir apporté cet éclairage donc, sur les compétences culturelles. Vous avez promis dans votre plan d'économie de supprimer quelques subventions aux associations. Et c'est peut-être aussi le lien avec le monde de la culture. Et qui est visé par ces coupes drastiques? Vous avez dit on ne soutiendra plus la démocratie participative au Burkina Faso. Mais ça représente finalement assez peu d'argent. Donc globalement, où est-ce que vous les faites? Ça représente ce que vous appelez peu d'argent, mais c'est pour ça que c'est bien de comparer la façon dont on compte. Ils ont fait un programme de soutien au Sénégal contre le réchauffement climatique, 1 million d'euros. Le programme dont vous parlez pour les cinémas et la démocratie participative au Burkina Faso se chiffre en centaines de milliers d'euros. Le programme en Amazonie qu'ils ont développé est un programme qui se chiffre aussi en centaines de milliers d'euros. Mais vous, Président, vous ne chercherez pas du rayonnement international? Vous n'irez pas vous promener partout sur la planète? Pardon, mais ça, c'est pas se promener partout sur la planète. Ça, c'est juste des actions qu'on pourrait faire dans notre région. Ce n'est pas le travail de la région de faire ça. J'ai fait de l'engagement humanitaire. J'ai été impliqué en Égypte, j'ai fait de l'engagement dans une association qui œuvrait dans les quartiers et les bidonvilles du Caire. Donc j'aime cette dimension-là. Mais ce n'est pas le job de la région. Le job de la région, c'est de travailler sur le territoire de la région. Vous supprimez les subventions à quel type d'association? Précisément, toutes celles dont on vient de parler. Moi, je ne fais pas d'économie sur la culture. Je n'en ai pas fait comme maire de ma ville. Je me suis beaucoup battu pour apporter la culture sur ma ville, pour la création, l'art contemporain, les festivals de musique, la création. Je n'ai jamais fait d'économie sur ce sujet parce que je trouve que c'est précisément un de nos cœurs de compétences. Donc ce n'est pas là-dessus que je fais des économies. Je fais des économies sur les dépenses de fonctionnement. Je fais des économies sur le train de vie des élus et je fais des économies sur des dépenses absurdes,
Parce que c'est absurde que la région finance un programme de démocratie participative au Burkina Faso. C'est pas notre travail, c'est l'État qui fait la politique internationale, c'est pas la région. On va finir en évoquant le contexte politique du premier tour et puis aussi du second tour. Il y a un an, dans les sondages, vous étiez très haut, vous aviez 4 à 5 points d'avance sur Jean-Jacques Kéran. Et puis votre avance s'est étiolée au profit du Front National qui monte. Ce que vous perdez, c'est le Front National qui le gagne. Vous avez pourtant une campagne assez à droite, avec des marqueurs forts. Et ça fait monter le Front National, vous ne grappillez pas de voix sur eux, vous avez peu de réserves de voix après le premier tour. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas trompé de ligne, d'axe pour faire campagne? D'abord, j'ai fait une campagne en rassemblant. On a rassemblé toute la droite et le centre. Michel Barnier nous soutient, l'UDI nous soutient, le MoDem nous soutient. On a fait un grand rassemblement. De l'autre côté, le Parti socialiste est complètement divisé. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, ne soutient pas Kéran parce qu'il considère qu'il n'est pas bon. Et vous le soutenez, le maire de Lyon, en plus. Non, hein. moi, Quitte à saper le travail de vos collègues à la ville ou au Grand Lyon. Moi, ce n'est pas mon sujet. J'ai du respect pour les élus qui travaillent. Je ne suis pas quelqu'un de sectaire. Et quand on s'occupera de la région, je souhaite qu'on puisse travailler avec le maire de Lyon. Et donc, évidemment, la région travaillera avec le maire de Lyon. Et comme président de la région, je veillerai à ce qu'on ait de bonnes relations avec le maire de Lyon. La deuxième chose, c'est que je veux qu'on assume des convictions. Moi, je ne sais pas ce que sont des convictions de droite, du centre, du centre-gauche, de la gauche. Quand je défends pas d'augmentation d'impôts, je pense que c'est des convictions de bon sens. Quand je dis qu'il faut qu'on veille plus sur les classes moyennes et ceux qui travaillent, je pense que c'est des convictions de bon sens. Quand je veux que dans nos marchés publics, on redonne la priorité à nos entreprises, je pense que c'est des convictions